Bonjour à tous, merci à tous d'être là pour qu'on parle de no-code et de lancement de start-up. J'ai plaisir aujourd'hui d'être avec trois invités qu'on va vous présenter juste après. Mais avant, je tenais juste à faire un petit point, le fil rouge, créer une sorte de fil rouge pour l'événement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat en mode start-up. Effectivement, c'est bien plus simple d'entreprendre aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent ça, notamment les démarches administratives qui sont bien plus simples qu'avant. Il y a de plus en plus de structures d'accompagnement qui permettent d'accompagner des porteurs de projets qui ont une idée. Ensuite, il y a de nombreuses subventions et de fonds publics qui permettent d'accéder à la création d'entreprises et d'avoir un petit pécule pour pouvoir démarrer et commencer à, à créer un produit, trouver son marché. Et donc tout ça permet l'essor de l'entrepreneuriat. Et chez Incubator, nous, on voit passer énormément d'entrepreneurs. Et la plupart du temps, ces entrepreneurs ont tous le même inconvénient, le même frein. Ce frein, c'est la partie technique. Effectivement, développer un produit, ça fait peur à tout le monde. C'est assez normal parce qu'il y a très très peu de personnes qui savent coder aujourd'hui. On estime à 0,6% de la population mondiale. Donc ça fait que c'est un véritable frein. Et aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, il y a des outils. Et ces outils-là font partie du coup d'un univers qui s'appelle le no-code. Et ça permet d'accéder bien plus facilement à l'entrepreneuriat et notamment de plus facilement tester une idée pour savoir s'il y a un marché et si ça vaut le coup de, de créer sa startup ou non. Pour pouvoir parler de tout ça, j'ai plusieurs invités avec moi. Et la première, c'est Séverine. Séverine qui est parmi nous chez Incubator, qui est notre spécialiste MVP et notre spécialiste no-code. Séverine, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous. Du coup, comme l'a dit Robin, moi je travaille chez Incubator en tant que product manager ou sinon startup manager product. J'accompagne les porteurs de projets sur la conceptualisation de leur outil digital, que ce soit une application mobile ou un site internet. Et donc j'accompagne autant sur du no-code que sur du code. Et on va pouvoir reparler tout à l'heure de ce que j'accompagne, comment j'accompagne sur le no-code. Voilà. Pour information, du coup, Incubator, c'est le premier réseau le premier réseau d'innovation en France. On a plusieurs incubateurs partout en France. On est présent dans 10 villes et on accompagne du coup les porteurs de projets de l'idée jusqu'au business. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il y a un site internet si vous voulez plus d'informations. Ensuite, j'ai le plaisir de recevoir Victor. Donc, Victor, qui est une de nos startups chez Incubator, qui est basée à Lille et qui a fondé la startup Revive. Du coup, Victor, je te laisse te présenter. Très juste. Écoute, merci Robin. Alors on dit revive maintenant puisqu'on est sorti du mode Startup Nation pour représenter le pays d'où l'on vient et le français qui est notre langue maternelle. Donc c'est revive. Et effectivement, c'est une startup qui a incubé chez Inca, chez Incubator. Donc vous avez été d'ailleurs les premiers à nous faire confiance. Donc merci. Et c'est trop cool. On est vachement content de cet accompagnement-là. Et donc nous, c'est la première conciergerie dédiée à la seconde vie des produits. Donc, notre mission, c'est de sauver les objets qui dorment dans vos greniers, puisqu'il y a un tiers des objets que vous possédez dont vous ne vous servez jamais. Et peut-être parce que vous n'avez pas le temps de faire les annonces sur le bon coin, les photos, de négocier avec les acheteurs, les rendez-vous et tout ça. Et donc, nous, on fait tout ça pour vous. On vend pour vous les objets qui dorment chez vous, avec un système de chasseurs de trésors étudiants indépendants qui viennent chez vous et qui font tout ça à votre place contre une rémunération. Donc voilà, on a un peu le Blablacar ou le Airbnb de la seconde vie. Et on s'est développé sur cette preuve du concept en 100% no code. Et donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà, on en parlera certainement plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, on n'a pas tapé une ligne de code pour sauver nos 2000 premiers objets et faire la preuve du concept. Merci, Victor. Top. Effectivement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que aussi je t'ai convié à cet événement. Et enfin, je termine par Dominique, mastodonte dans l'univers du no-code. Dominique, je te laisse te présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dominique Sivas, je suis le cofondateur de Noxcode. Noxcode, c'est une agence qui est spécialisée sur le développement no-code. On accompagne aussi bien des startups que des grandes entreprises sur ces problématiques-là.
On fait du développement, de la formation sur ces sujets. Et pour la petite histoire, donc j'ai travaillé aussi chez Incubator pendant plusieurs années, où j'accompagnais aussi les startups sur la partie plus MVP, l'accompagnement technique. Et c'est là où j'ai finalement appris vraiment à grande échelle la partie no-code du développement. Merci Dominique. Donc, vous l'aurez compris, en fait, tous nos intervenants en fait, ont un énorme lien avec l'entrepreneuriat et le no-code, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Juste avant, donc, il y a un petit plan pour la présentation. Enfin, l'idée, c'est qu'on passe de thème en thème. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ferai en sorte de faire ressortir les plus pertinentes à la fin. On a prévu un petit temps de 15 minutes de questions-réponses. Donc, ça, ce sera pour la fin. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je retiendrai les plus pertinentes. Et enfin, du coup, sur les 15 dernières minutes, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure des échanges, n'hésitez pas du coup à lever la main. Donc, vous verrez, il y a un petit bouton qui vous permet de lever la main et ça vous permettra en fait de distribuer plus facilement la parole. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, du coup, il est important de poser les bases. Donc, avant d'entrer dans le sujet du no-code, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les avantages et les inconvénients. C'est important de poser les bases et pour ça, il est important d'éclaircir la notion de MVP. Le MVP, c'est la première brique, enfin, la première aventure de votre aventure entrepreneuriale. Et pour ça, j'aimerais avoir la définition. Enfin, j'aimerais qu'on discute ensemble de la discussion, enfin, de la définition du MVP. Et pour ça, je vais laisser Séverine prendre la parole pour que tu nous expliques un peu quelle est ta vision du MVP et comment est-ce que ça peut se matérialiser grâce au no-code. Alors, vision du MVP chez Incubator, c'est de créer un outil. Donc, nous, on n'accompagne que des projets qui sont digitaux. Donc, c'est un outil digital qui va permettre de tester sa proposition de valeur. Donc, finalement, on va avoir un rêve. On va avoir un rêve, c'est de faire un outil qui ressemble à Blablacar, qui permet de faire le paiement en instantané, qui permet de trouver par A plus B tous les trajets. Et la notion du MVP, du coup, ça va être par quoi on commence. Par quoi on commence pour répondre aux besoins auxquels on souhaite répondre dans un premier temps. Donc, finalement, chez Incar, on déconstruit la vision d'un produit parfait pour comprendre par quoi, justement, on va commencer pour aller tester sur le marché la proposition de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer dans un premier lieu à notre client, à notre utilisateur. Et un MVP, finalement, ça peut être du code et du no-code. Lorsqu'on va être sur des solutions qui vont être un peu complexes, on va aller sur du code généralement. Et si on peut contourner la complexité du code, on va aller chercher des briques. On peut des fois aller chercher plusieurs outils ou sinon un seul outil no-code pour aller justement créer la première proposition de valeur à travers un outil digital. Voilà. Merci Séverine. Je pense que ce serait intéressant que, Victor, tu nous partages aussi ton retour d'expérience, étant donné que tu es parti sur du no-code, nous expliquer un peu c'était quoi ton MVP, enfin d'abord quelle est la proposition de valeur que tu ciblais et comment est-ce que tu t'es débrouillé pour créer un premier produit te permettant de tester cette proposition de valeur. Yes. Non, mais carrément, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Séverine. Et, en fait, la notion de MVP, elle est là pour prouver qu'on répond à un vrai besoin sur un vrai marché. Effectivement, ce n'est pas l'idée d'avoir le produit parfait, loin de là. C'est de montrer qu'en fait, il y a vraiment des gens ou des entreprises, enfin, voilà, selon la cible qui est la nôtre, selon notre proposition de valeur, qui ont le problème qu'on a identifié et qu'on souhaite résoudre avec notre startup. Puisque chaque bonne startup démarre par un problème identifié et l'envie de le résoudre. Et le cimetière des faux problèmes est très rempli. Et il y a plein de problèmes qui existent, mais ce n'est pas forcément des bonnes idées de startup ou des bonnes idées de business derrière. Parce qu'en fait, ces problèmes-là, ils n'empêchent pas les gens de dormir. Et il n'y a personne en fait, qui est prêt à peut-être payer pour voir ce problème résolu ou les utilisateurs en fait, viennent une fois et puis s'en vont. Donc, le MVP a vocation à avoir concrètement, avec des vrais utilisateurs, si on est sur la bonne direction et si on répond donc à un vrai problème sur un vrai marché. Et pour ça, effectivement, l'idée, c'est d'aller au plus vite, au plus simple, vers cette preuve de concept, cette intime conviction, cette certitude un peu concrète qui permet de passer de la vague idée au projet
Parce qu'au début, c'est ça, on a une idée, on a une vision, on est soi-même confronté à un problème, on se dit, tiens, là, il y a peut-être un truc à résoudre, ça peut déboucher sur une idée de start-up. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi? Est-ce que ça peut marcher? Et on a besoin d'être rassuré, en fait. Au début d'une aventure entrepreneuriale, on veut dérisquer. Au début, il y a plein de risques, et à la fin, il y en a toujours, mais l'idée, c'est que ces risques-là, ils soient de plus en plus petits, de plus en plus minimes, et qu'ils soient de plus en plus, de moins en moins macro, de moins en moins sur le fond, de moins en moins sur le pourquoi, et de plus en plus sur le comment, quoi. Par exemple, Blablacar, j'imagine qu'au début, le premier risque que Fred Mazella a voulu tester, c'était est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à monter dans la voiture d'un inconnu? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à faire monter un inconnu dans leur voiture de l'autre côté, donc les conducteurs et les passagers? Et j'imagine qu'aujourd'hui, ces problèmes sont tout autres et que les risques aujourd'hui, c'est si j'attaque le marché indien, combien de parts de marché je veux. Enfin, voilà. En gros, il a dérisqué au fur et à mesure le pourquoi pour aller vers le comment. Et ça, souvent, ça passe par un MVP qui permet de tester très facilement. Alors moi, là, on arrive sur le no-code. C'est-à-dire qu'en gros, bien souvent, parce que MVP donc, veut dire minimum viable product, comme vous le savez certainement, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, donc c'est produit minimum viable, la version la plus light possible qui permette de prouver le concept. Et moi, j'ai tendance à dire que le meilleur produit à ce stade-là, c'est même le produit qui n'existe pas. Peut-être qu'on peut des fois prouver le concept, prouver qu'il y a une demande, prouver qu'il y a un marché, sans même développer de produit du tout. Donc là, on est même encore plus loin que le no-code. Ça peut passer par des propositions de valeur testées sur des landing pages. Ça reste un produit, tu me diras. Des pubs, des fake it until you make it, comme ils disent aux États-Unis. C'est-à-dire faire croire aux utilisateurs potentiels que le produit existe. Soit avec des landing pages, soit avec des campagnes de crowdfunding, des choses comme ça, de manière à les voir, constater vraiment s'il y a une appétence en fait des gens, et quitte à leur dire après, bah écoutez, en fait, merci, t'as cliqué, là t'étais prêt à payer, t'étais prêt à t'inscrire, t'étais prêt à télécharger l'appli, mais en fait ça n'existe pas, on s'excuse, c'était un test. Bien sûr, tu seras le premier au courant quand ça existera vraiment, et merci beaucoup, et on te fait un petit cadeau, tu le récompenses. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas s'engager dans des développements longs, des développements coûteux, fastidieux en ressources, en temps, en argent, sans avoir l'intime conviction et la quasi-certitude qu'on répond à un vrai problème sur un vrai marché. Et je sais que vous le savez tous, là, les gens qui écoutez, mais il faut quand même encore le marteler. Tous les jours, je le vois. Il y a encore plein de gens qui le font, dans les grandes boîtes, dans les startups aussi. Et on a toujours ce syndrome du produit parfait, de cette usine à gaz. On veut faire un truc tel qu'on l'a en tête. Finalement, au pire, on ne le sort jamais. Moi, j'en ai vu même chez un cas. Au mieux, on le sort, mais c'est trop tard parce qu'en fait, ça ne correspond pas en fait, à ce que souhaitent les utilisateurs. Et on aurait pu le savoir si on avait sorti une version dégradée bien avant et qu'on avait co-construit avec les utilisateurs la solution. C'est à ça que sert le MVP. C'est à ça que sert le no-code parce que ça permet d'aller plus vite. Et vu qu'il y a des contraintes, qu'on ne peut pas tout faire en no-code, en fait, ça force à se concentrer sur l'essentiel. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ce qui nous a permis avec Revive de prouver le concept. Sinon, on devait prouver qu'il y avait des gens, en fait, qui avaient des objets chez eux dont ils ne se servent plus, et pas le courage de les mettre en ligne sur le bon coin, les annonces, les photos, les rendez-vous, les négociations, etc. Et qu'ils étaient prêts à confier ces affaires à leurs voisins, en fait, à des chasseurs de trésors, qui allaient, eux, les vendre à leur place sur Vinted, sur le bon coin, parce qu'eux, ils savent le faire, ils ont le temps, ils ont envie de gagner un petit peu d'argent en faisant un beau geste pour la planète. Et donc, en fait, potentiellement, c'est un Airbnb ou un Blablacar, c'est hyper compliqué, on peut faire du bac, il peut y avoir un algorithme parfait pour trouver le meilleur chasseur, mais ça, en fait, on le fera, nous, après-demain, c'est même pas encore demain, on le fera quand on aura levé des fonds. Et si on arrive à lever des fonds, ce qu'on est en train de faire, et il y a quelques portes d'entrée intéressantes en ce moment, donc on touche du bois, mais c'est cool, c'est parce qu'on a réussi à prouver le concept. Et si on a réussi à prouver le concept, c'est parce qu'on l'a fait avec nos ressources, c'est-à-dire en no-code. Et si on était parti directement sur une forme, je pense qu'on n'aurait toujours pas prouvé ce concept-là. On serait encore en train de se demander quelle techno on doit utiliser et comment ça doit marcher pour résoudre tel bug. Et le fait d'être en no-code oblige à être vraiment oblige à aller à l'essentiel, évite l'usine à gaz parce que de toute façon on ne peut pas la faire puisque c'est des fonctionnalités qui sont simples. Force à faire des choix puisqu'on ne peut pas tout faire et force à se confronter très vite au marché pour itérer très vite, ce qui est, je pense, la bonne stratégie en startup en phase d'amorçage. Exactement.
Je rebondis sur la partie usine à gaz. Je pense à toi, Dominique, qui doit avoir énormément de porteurs de projets qui souhaitent développer un MVP en no-code et qui arrivent avec un cahier des charges long comme le bras, j'imagine. Bah, C'est un... on peut avoir typiquement deux cas. Il peut y avoir le cas effectivement du projet où il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont mises en place. Mais en fait, c'est assez marrant parce que vu que le no-code permet d'aller plus vite sur le développement, ça peut vite créer en fait l'ajout de fonctionnalités tout le temps pour pouvoir sur son produit. Et ça peut être potentiellement le danger justement d'utiliser certains outils no-code, pas tous, parce qu'il y en a certains qui seront trop limités, donc on ne pourra pas tout mettre en place. Mais ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut un point de vigilance qu'il faut avoir. Je pense que, en fait, sur cette partie de MVP, en amont, pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit du code ou du no-code. Il faut en fait vraiment garder que ce dont on a vraiment besoin. Et après, finalement, par rapport à ça, trouver le bon outil no-code qui va nous permettre de tester le plus rapidement le marché. Pourquoi est-ce que l'objectif, il est assez simple, c'est de faire en sorte de pouvoir tester rapidement et si jamais ça ne marche pas, d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir itérer juste après. Et, et le danger, quand on commence à vouloir rajouter plein de fonctionnalités, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être, par exemple, des fois, le fait qu'on n'a pas suffisamment confiance à son projet. Et du coup, on veut rajouter plein de fonctionnalités pour finalement se dire, bon, bah, si je mets tout en place, je vais pouvoir mieux répondre que mes concurrents. Mais ce n'est pas tellement le cas, puisque après, en termes d'expérience utilisateur, donc l'expérience utilisateur, c'est quand on navigue sur une application, comment est-ce que ça fonctionne, vraiment de façon très, très vulgarisée. Le souci, c'est qu'on peut vite après se perdre. Je veux dire, l'application, pour faire quelque chose qui est censé être vital, il peut y avoir 5 ou 6 écrans avant, et ça peut vite après devenir l'enfer. Et finalement, on peut se dire potentiellement que notre idée n'était pas bonne, alors qu'au final, elle était peut-être bonne. C'est juste qu'elle avait été finalement mal agencée, et parce qu'on a rajouté plein de petites fonctionnalités qui finalement ne savaient pas trop si elles étaient importantes et qui finalement nuisent après sur l'expérience globale après du produit et donc après de l'entreprise en elle-même, quoi. Ouais, donc là, ce que tu dis, en fait, c'est que ça dépend même pas du code ou du no-code ou de la techno. Ça dépend vraiment de l'UX, c'est-à-dire des choix qu'on fait en termes d'expérience utilisateur. Et qu'après, la techno qu'on va utiliser ou pas pour retranscrire ça, finalement, c'est presque le sujet d'après, quoi. C'est presque anecdotique. Pour moi, la méthode du MVP en mode Lean Startup, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en amont. Et après, dès lors qu'on veut construire son produit, le no-code, ça va juste être un accélérateur. Ça va être l'outil qui va nous permettre d'aller plus vite. Mais si je veux faire du code, il faut être sur la même logique, puisque le code, ça sera même encore un peu plus impactant si jamais il y a, puisqu'on risque de mettre plus de temps à pouvoir mettre en place les choses, quoi. L'avantage du no-code, c'est qu'on a entre guillemets plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si je ne pars pas sur la bonne direction, je peux vite switcher et repartir sur une autre direction. Là où sur le code, ça risque d'être plus compliqué. Et puis encore, quand on est tout petit, ça va, mais quand plus on commence à grossir, plus ça devient complexe. Et c'est ça qu'il faut, je pense, selon moi, faire attention et vraiment se dire, est-ce que cette fonctionnalité-là, est-ce que si je l'enlève, est-ce que ça va finalement nuire à mon concept? Et si ce n'est pas le cas, ce qui est très généralement le cas au début, on la met en secondaire et voilà, on fait le focus sur le produit et vraiment le minimum pour pouvoir tester, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup. En vrai, en plus, c'est la transition toute trouvée pour la deuxième question qui était, en fait, on voit bien l'intérêt du MVP qui est de choisir, déjà de trouver le problème qu'on souhaite adresser et quelle proposition de valeur on va mettre derrière. Et tu disais tout de suite, Dominique, que le no-code en fait est un accélérateur. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant l'objet du webinaire, c'est de montrer l'opportunité du no-code pour lancer cette startup. Et je pense qu'on peut commencer à ouvrir un peu le sujet. Je ne sais pas du tout si tu veux prendre la parole là-dessus, Dominique, pour montrer à quel point effectivement c'est un accélérateur pour pouvoir débloquer et déverrouiller la partie MVP. En général, quand je parle du no-code, pour moi, il y a plusieurs aspects qui sont importants. Là, on en a déjà parlé, il y a la rapidité, le fait qu'on va développer plus rapidement certaines choses. Ce qui veut dire que vu que c'est plus rapide, indirectement, on réduit aussi le budget. Donc, il ne faut pas penser nécessairement que le développement en termes jours est forcément différent du code, c'est très similaire. Par contre, c'est juste qu'on mettra beaucoup moins de jours à mettre en place les choses. Donc, c'est ça qui finalement tirera les prix plus bas. Et pour moi, il y a un troisième avantage, qui est limite,
qui peut même être limite un avantage compétitif, surtout au début, c'est le fait qu'on sera plus réactif. Et c'est-à-dire que s'il y a des demandes, des retours des clients, le fait d'être en no-code, on peut très vite switcher et rajouter des fonctionnalités. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Et si les concurrents mettent plus de temps à le mettre en place, potentiellement, c'est quelque chose qui peut encore plus faire la différence. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Je ne sais pas du tout si Victor ou Séverine voulaient rebondir là-dessus, étant donné que vous aussi, vous avez des expériences du coup, sur la partie développement no-code. Nous là, en fait, excuse-moi, peut-être Séverine, tu veux prendre la parole. Là, je suis en train de me poser comme un rustre, comme un goujat que je ne souhaiterais pourtant pas être, donc je m'excuse. Mais nous, la question s'est pas posée, hein, puisque de toute façon, alors là, Dominique, je vais t'embêter, mais pas forcément, parce que tu vas peut-être être d'accord avec moi, et finalement, de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, je pense que quand on est autre chose, en tant que start-up, en tant que porteur de projet, si notre produit, c'est autre chose qu'un simple site vitrine, en fait, on est obligé d'avoir la compétence tech en interne. On ne peut pas se reposer sur un prestat externe, qui soit code, no-code, que ce soit une énorme agence ou que ce soit… c'est trop compliqué parce que dès qu'on a une nouvelle idée ou qu'on a des retours d'utilisateurs, il faut très vite itérer. Et c'est rare d'avoir quand même une énorme réactivité si on a… c'est mieux d'être en interne. Donc nous, on veut faire en interne et on ne sait pas coder. Donc, vu que j'ai pas de CTO. Et donc, en gros, j'ai un cofondateur magnifique qui s'appelle Jules, mais qui lui-même est plutôt finance business. Moi, je suis plutôt marketing, vente et créa. Et donc, en fait, on ne code pas, ni lui ni moi. Donc, en fait, on voulait quand même tester l'idée. Donc, la question, c'était comment on fait. Donc, on est allé effectivement à la recherche des outils que vous connaissez certainement, mais que je peux citer, parce qu'ils sont parmi, à mon avis, les plus utilisés. Alors, je ne parlerai même pas de l'application Bubble pour faire des apps mobiles. On a juste utilisé en fait Airtable, qui est un super outil en back-office, en fait, qui fait notre back. On a utilisé Zapier, qui est un outil d'automatisation, pardon, qui permet en fait de faire comme s'il y avait des codes, c'est-à-dire une action et une réaction. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui s'inscrit, ça provoque cette action-là, c'est un chasseur de trésors qui reçoit une notification. Voilà, tout ça, on peut le faire en fait avec des petites automatisations qui sont à la portée d'un mec comme moi, c'est-à-dire d'un newbie total, d'un mec qui ne sait pas du tout coder une ligne ou quoi que ce soit, qui comprend à peine le principe. Typeform pour les inscriptions, WordPress pour le site vitrine et pour avoir un petit truc sympa à montrer aux utilisateurs quand même, avec même le plugin Breezy de manière plus précise à l'intérieur qui permet de faire des templates un petit peu comme avec Canva pour ceux qui connaissent, et ça devient la page du site, enfin ça devient la page d'accueil. Tout ça mis bout à bout, en fait, on a réussi à prouver le concept et à mettre des utilisateurs dessus, à les faire s'inscrire. Et si on était passé par un prestat externe, on aurait pu, mais on aurait cramé une bonne partie de notre budget parce que ça rentrait dans notre cuisine interne. Nous, on est une startup incubée chez Inca, donc ça veut dire qu'en fait, on a la chance d'avoir aussi un petit financement au début. Ce financement, on l'aurait quand même, je pense, intégralement cramé pour construire un produit. Sauf que là, on a pu garder cet argent pour s'acheter du temps et des ressources en stagiaire, en alternance et plutôt en humain. Et donc, alors nous, on est après dans du C2C, on est dans certaines catégories de produits. Ce n'est pas forcément adaptable à tous les secteurs, ce que je suis en train de dire. Mais nous, on n'envoie pas des fusées sur Mars. Techniquement, ce n'est pas SpaceX. Et je pense que dans ces cas-là, on doit pouvoir se mettre la contrainte de tout faire comme ça avec ces outils qui existent et que ça permet de garder notre énergie, nos ressources, c'est-à-dire notre temps et notre argent pour la suite, puisque c'est un marathon, la création d'une startup et non pas un sprint. Et donc, toujours être suffisamment solide pour arriver à l'étape suivante. Donc voilà. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je pense qu'en startup early stage, il faut faire soi-même, quoi. Et il faut se confronter soi-même au marché, et même le produit, on doit le faire nous-mêmes. Et si je peux me permettre de rebondir, Victor, du coup, moi, je mettrais un parallèle entre les deux, une balance. Il y a certains outils no-code qui demandent une véritable expertise. Et effectivement, on peut l'acquérir, mais c'est du temps aussi pour mettre les mains dans le cambouis. Alors, autant quand on est entrepreneur et qu'on veut se lancer dans une aventure aussi surprenante qu'elle peut être que de créer une startup, il faut essayer de mettre les mains dedans pour essayer de comprendre.
Après, en fonction de l'outil, je pense qu'il faut mesurer aussi ce temps-là, puisque votre temps en tant qu'entrepreneur et chef de projet, il est précieux. Et il y a un moment donné, je pense que faire appel à une agence no-code, ça peut aussi être pertinent. J'ai l'exemple même d'un porteur de projet à Rennes que j'accompagne, une qui est passé par une agence à Nantes pour créer une application sur Glide. Parce qu'il n'avait pas le temps, il a compris comment fonctionnait Glide, il a pris le temps de regarder. C'est juste que pour les fonctionnalités un peu plus poussées, plus personnalisables qui étaient demandées même sur un outil no-code, il avait besoin d'aide et d'expertise. Et c'est ça, je pense qu'aussi les outils no-code, il faut essayer de trouver la balance entre « Ok, j'adore, en plus, je vois ce que je crée, c'est ça la magie du no-code. » C'est-à-dire que visuellement, on peut voir en temps réel comment on avance sur son produit, mais la balance entre « je fais moi-même » et aussi je peux aussi faire au même titre que du développement en code. Il faut savoir aussi déléguer. Donc, soit on peut aussi, comme tu le disais, Victor, internaliser les compétences. Donc, recruter des stagiaires et des alternants. Maintenant, ça te fait aussi de plus en plus des stagiaires, des alternants makers no-code. Ou aussi, on peut aller voir des agences qui vont faire pour nous pour gagner du temps, parce que c'est aussi le but d'un MVP, c'est d'aller rapidement tester la proposition de valeur. Ouais, non, mais c'est vrai que j'entends bien, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression, et Dominique me contredira certainement, hein, mais comme ça, je mets un peu une pièce dans la machine. En fait, pour aller voir une agence, quelle qu'elle soit, il faut savoir ce qu'on lui demande, il faut savoir ce qu'on veut faire, en fait. Et en fait, au début, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On est là avec des hypothèses et on veut tester des choses. Le type d'un product manager chez Incubator, par exemple. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et en gros, moi, j'ai l'impression qu'il faut aller, pourquoi pas, avoir une agence qui va faire un super taf quand on a figé justement le concept, qu'on sait exactement quel est le process et qu'on sait quel produit on veut construire. Et là, oui, il faut y aller avec grand plaisir parce qu'il faut s'entourer des meilleurs et que notre temps, il est certainement bien mieux utilisé à faire autre chose. Mais au début, c'est dur d'aller voir une agence, de dire, bah, il faut faire ça. En fait, au fond de toi, tu n'en sais rien, puisque tu n'as pas encore testé, puisque le produit n'existe pas. Et au mieux, ça marchera, mais c'est risqué quand même, hein. Je suis pas fan je suis pas fan. Dominique, tu veux répondre? Ouais, bah. Écoute, là, il y a plusieurs points, forcément, je suis d'accord, d'autres où je vais l'être un peu moins. Pour moi, quand on crée un projet de startup, surtout si vraiment le produit en lui-même, la valeur ajoutée, et il y a de la tech, il y a une plateforme, c'est important de comprendre l'outil no-code qu'on va mettre en place. Ça, pour moi, c'est même comme ça que moi que j'ai appris initialement Bubble, c'est en mettant, j'avais des side projects, j'ai mis les mains dedans, et c'est comme ça que j'ai compris au fur et à mesure comment ça fonctionnait. Ceci dit, après, il y a plusieurs paramètres. C'est le temps que je vais pouvoir consacrer au début pour pouvoir le mettre en place. Et tu l'as dit toi-même, acheter du temps, moi, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui n'a la valeur du temps, elle est compliquée à avoir, et c'est là où, justement, les experts peuvent aider à faire en sorte d'aller beaucoup plus vite, et tout en laissant la personne, après, se concentrer au début sur certaines missions, peut-être même des fois, quitte à ce qu'elle trouve un CTO par la suite, ou quelqu'un qui puisse l'accompagner sur ces problématiques-là. Mais ceci dit, je pense que c'est important aussi même si pas la prestation forcément est faite en entière par une agence ou par un freelance, mais je pense que c'est important quand même d'avoir un avis vraiment d'expert sur cette technologie-là, parce que surtout sur des technos comme Bubble, qui quand même nécessitent quand même un apprentissage, on peut vite aussi faire un peu n'importe quoi dessus, puisque il nous donne un peu l'outil, mais l'outil, c'est un peu comme quand on construit sa maison. Je veux dire, on a des méthodes, si on commence à faire un peu n'importe quoi, on peut vite après se retrouver avec de mauvaises fondations. Et derrière, après, on accumule ce qu'on appelle de la dette technique, et ça commence après à devenir petit à petit, plus l'entreprise grossit, plus ça peut être compliqué. Donc pour moi, c'est important de bien comprendre la techno. L'agence ou le freelance ou une personne qui puisse accompagner, c'est déjà, il y a une question c'est est-ce que je vais avoir le budget pour pouvoir le faire? Et si ce n'est pas le cas, forcément, je pense que là, c'est la case formation, puisque ça restera toujours le moins cher. Mais si le budget le permet, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on fait le développement, ce qui fait qu'on s'atteint vraiment sur les parties les plus complexes de l'application. Et après, généralement, les personnes reprennent la main sur leurs produits. Et là, elles vont faire des modifications qui seront plus mineures, mais qui nécessitent du coup de moins connaître forcément la technologie, comme nous, on aurait besoin de le faire en construisant le produit de A à Z. Et le dernier point, et c'était un très bon point d'ailleurs, effectivement, quand on crée son projet au début, surtout quand c'est le premier produit, la première app, il y a plein de questions qu'on ne sait pas. Typiquement, très souvent, l'erreur récurrente que je vois, c'est on va construire un produit, mais on ne va pas faire d'administration.
c'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir les commandes. Enfin, ça, il y a des choses qui reviennent très, très souvent. Et là, encore une fois, nous, par exemple, sur ces cas-là, comme je pense d'autres confrères sur ces problématiques, on va le mettre, on saura accompagner en fait sur ça en amont. Et si le produit, de toute façon, il est mal défini, il y a forcément une étape de cadrage qui est faite en amont pour pouvoir justement définir le produit. Et là où tu as raison, c'est qu'au début, c'est un pari, on ne saura pas exactement la direction qu'on voudra faire. Mais le fait qu'on développe rapidement, ça permettra aussi de très vite voir si la direction à prendre est la bonne ou pas, quoi. C'est hyper intéressant. Merci. En plus, ça a créé encore une fois la transition vers la prochaine question qui était comment faire un bon développement en no-code. Étant donné que vous avez tous des retours d'expérience là-dessus, on a quand même déjà pas mal de brèches d'informations sur les erreurs à ne pas faire, les choses à bien prendre en compte. Je pense que c'est intéressant de continuer là-dessus. Cyrine, étant donné que tu as vu quand même pas mal de projets depuis que tu es arrivé chez Incubator sur la partie no-code, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, les bonnes pratiques pour réussir un développement no-code? La bonne pratique, c'est d'essayer de prendre du recul sur son idée, d'analyser surtout son marché, de comprendre, OK, il y a des concurrents, il y a du monde. Qu'est-ce que moi, je veux faire de différenciant par rapport à eux? Quelle est ma valeur ajoutée? Ce que je fais de vraiment d'innovant, finalement. Ensuite, on va aller creuser sa cible, on va aller creuser son marché, on va aller rencontrer les personnes, leur parler pour analyser vraiment le besoin en profondeur, parce que plus on connaît son utilisateur, mieux on va répondre à son besoin et plus on va construire un outil qui va correspondre vraiment à ce dont vraiment il a besoin, justement. Donc, cette partie en amont, elle est strictement nécessaire. C'est-à-dire de comprendre son utilisateur. Si vous ne passez pas par cette étape-là, je pense que vous allez droit dans le mur. Donc, il faut prendre un step back, même si la partie produit, c'est celle qui fait le plus souvent vibrer les porteurs de projet parce qu'on commence à construire, commence à avoir quelque chose de tangible. Il faut prendre ce temps-là de réflexion en amont. Et ensuite, il faut aller chercher le parcours utilisateur qui va être le plus MVP possible, donc le plus succinct, et qui va pouvoir permettre de tester la proposition de valeur en elle-même. Donc, on comprend bien qu'il faut, par exemple, une étape de connexion où on va créer des logins. Ensuite, quand on arrive sur la page d'accueil, il faut telle chose pour répondre à aux besoins, justement. Et là, il va falloir construire un parcours utilisateur qui soit cohérent. Et cette étape-là, elle va être primordiale aussi pour réfléchir à toutes les possibilités éventuelles. Et donc, celle-ci aussi, comme étape, elle est primordiale. Donc, le parcours utilisateur, il ne faut vraiment pas lésiner non plus pour ensuite passer sur l'étape de création. En fonction du parcours utilisateur, on va pouvoir avoir des branches de oui, non, on peut faire ça avec tel outil no-code. J'ai vu tout à l'heure, il y avait une question dans le chat, c'est comment est-ce qu'on sélectionne aussi, c'est ça la difficulté, c'est la pluralité d'outils no-code qui sont face à nous. Comment est-ce qu'on décide aujourd'hui? Eh bien, on décide en fonction de ce que vous avez écrit justement, ce que vous avez vu sur votre marché, comment vous voulez y répondre. Parce qu'il y a tel outil no-code qui va avoir telle fonctionnalité, mais d'autres pas du tout. Le plus simple, vraiment comme exemple, c'est OK, je veux faire une appli mobile, peut-être que Glide va cocher une case. Ensuite, par contre, il me faut, je veux une appli mobile, mais aussi desktop, donc je veux du responsive, quelque chose qui s'adapte. Peut-être que je vais m'orienter plus sur software. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Le choix ne se fait pas aussi facilement que ça, évidemment, mais voilà, je pense que les étapes qui sont nécessaires, c'est la connaissance du marché, la connaissance de son client, la connaissance de ce qu'on veut construire avant d'aller sur le choix de l'outil no-code et sur la création de l'outil digital. Super, merci. Dominique, Victor, est-ce que vous voyez des choses à rajouter par rapport à votre expérience? Je plus sois. On se rejoint vraiment complètement. En fait, une startup, ce n'est pas un produit. Le produit, c'est la retranscription concrète d'une solution qui elle-même est la réponse à un besoin qu'on a identifié sur un marché avec probablement derrière une cible, un modèle économique, une stratégie d'accès à ce marché. Et voilà, nous, on a souvent vu ça. Enfin, moi-même, j'ai fait l'erreur dans une ancienne vie d'être trop focus sur le produit. On avait une application de rencontre, en fait, dans une première startup qu'on avait lancée en 2015 qui s'appelait Tutti Flirty. On faisait de la rencontre en vidéo et franchement, notre produit, il défonçait. La réalité, c'est qu'il était trop bien. Même encore aujourd'hui, il sortirait
Franchement, il envoyait une grosse claque aux concurrents. Enfin, c'était des vidéos, c'était frais, c'était un peu comme TikTok maintenant, mais sauf qu'on pouvait dater en même temps. Un mélange de Tinder. Et ça marchait, hein, il y avait 90 000 utilisateurs quotidiens. Mais en fait, on n'avait que ça, quoi. On a fait 140 versions de l'appli, on avait un CTO, là, pour le coup, on était 5-6 dans l'équipe, on développait et tout. Mais le produit, bon, là, on l'avait codé, hein, pour le coup, c'était vraiment du code. C'est pas ça qui fait la réussite d'une startup. À la fin, on a dû arrêter quand même. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Séverine. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait là avec Revive, puisqu'on a appris de ses erreurs. Et en fait, l'idée, c'est de lever des fonds pour aller construire un produit costaud, solide, scalable, donc il peut monter à l'échelle, avec un vrai back-office, avec un vrai admin, comme tu disais, avec la possibilité que pour nous de traquer tout ce qui se passe entre les utilisateurs, quelque chose qui tourne bien, qui a de la gueule et qui est costaud. Avant, je sais pas, pour l'instant, c'était pas du tout de toute façon une possibilité parce qu'en fait, on n'avait pas les ressources. Et donc, je pense que si on prouve qu'on répond à un vrai besoin sur un vrai marché, on peut lever des fonds si c'est la stratégie, en tout cas si c'est sur un marché qui le permet ou voire qui le nécessite, comme nous. Et que pour ça, on n'a pas besoin en fait de coder. Donc, en fait, on est tous d'accord. Le produit, il doit. Nous, en fait, on lève des fonds pour construire le bon produit qui permet de monter à l'échelle et de résoudre le problème de plein d'utilisateurs. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on a fait en bricolant et c'est cool. Mais ça ne nous a pas empêché de prouver le concept, quoi. Donc, en fait, on est d'accord. Dominique, tu veux rajouter quelque chose? Merci, Victor. Non, là sur le, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis sensiblement d'accord. Pour moi, le focus client, il est vraiment très 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 important et c'est quelque chose que on a tendance vite à oublier. Finalement, le plus important, c'est les sales, hein, c'est la vente après sur le produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et après, tout à l'heure, j'en ai parlé. La chose aussi qu'il faut bien faire attention, c'est voilà, vu qu'on est sur du no-code, on peut très vite vouloir être tenté de rajouter des fonctionnalités, surtout quand on connaît la techno, parce que ça va vite. Et finalement, on peut potentiellement rien perdre à les rajouter. Et très vite, ça peut nuire après, comme je disais tout à l'heure, sur l'expérience utilisateur. Donc, il faut juste faire attention à ça et bien le faire, mais avec parcimonie, quoi. Et être sûr d'éviter justement de démarrer avec quelque chose qui au début a une belle structure et après petit à petit à vouloir rajouter beaucoup de fonctionnalités qui finalement après nuisent le produit en lui-même. Ok, merci. On va aborder la dernière partie. La dernière partie, c'était on parle du futur du no-code, surtout quand on a construit un produit no-code, quand on est une startup, est-ce que ça nous permet de lever des fonds? Est-ce qu'on doit le garder? Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat justement par rapport à ça. Vu que lorsqu'on parle de no-code, on peut se dire c'est un produit dégradé. On parle de MVP, c'est un produit dégradé, un produit light qui ne peut pas forcément plaire. Et justement, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Dominique, je ne sais pas du tout si tu peux nous partager ton retour là-dessus. Est-ce que, selon toi, on peut, même avec un produit no-code qui est dégradé, est-ce qu'on peut lever des fonds? Et est-ce que, surtout, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut le garder pour passer justement les... Pour lever des fonds, aujourd'hui, il y a là, sur des technologies no-code, il y a plusieurs startups françaises qui l'ont déjà prouvé qu'on pouvait le faire. Il y a Prelo dernièrement, il y a eu Campsider, il y a eu Comet il y a quelques années. Il y a plusieurs startups qui, avec vraiment une stack au début, donc des technologies no-code à la base, qui ont réussi à lever des fonds. Et un incubateur, je pense que vous pourrez encore mieux répondre que moi sur ces sujets-là. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut juste après avoir en tête, c'est qu'il y a certains types de projets où ça peut potentiellement effectivement poser des difficultés parce que tout n'est pas tout. Il y a toujours aussi des zones sur lesquelles le no-code peut être moins adapté. Et typiquement, ça peut être sur des sujets pour les levées de fonds où vraiment la valeur ajoutée du produit, c'est la technique. C'est-à-dire, je ne sais pas, demain, j'ai envie de montrer que c'est une plateforme de machine learning où je veux mettre vraiment en avant le fait que c'est vraiment de la techno une techno innovante. Le fait d'avoir fait ça en no-code,
ça peut quand même être plus compliqué de lever des fonds derrière, parce que la stack en elle-même va être en no-code. Mais vraiment, sauf sur ces projets-là, pour moi, le no-code et levé de fonds, il est clairement pas incompatible. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, ça se fait. Et d'ailleurs, ça se fait de mieux en mieux, puisque même les investisseurs, aujourd'hui, ils connaissent de mieux en mieux ces technologies-là. Et je vais même plus loin, c'est qu'il y en a certains, c'est des choses qui, justement, les intéressent parce qu'ils savent que c'est la méthodologie en mode je veux tester, je veux voir s'il y a un marché qui est appliqué. Donc, ça peut encore plus matcher, quoi. Victor, tu veux parler aussi de ton expérience, étant donné que toi, tu es aussi pareil en recherche de fonds à l'heure actuelle. Est-ce que le no-code pose problème lorsque tu discutes avec des investisseurs? Non, non, pas du tout. Au contraire, effectivement, d'accord avec Dominique là-dessus. C'est même plutôt un avantage puisque ça prouve qu'on est focus sur valider le marché, valider le besoin, comprendre nos utilisateurs, itérer très vite et pour avoir ces intimes convictions et savoir ce que demain, avec l'argent de la levée, quand on voudra monter à l'échelle et attaquer d'autres villes, en l'occurrence, et mettre beaucoup plus d'utilisateurs sur la plateforme, et que là, peut-être l'outil sera plus important et le produit sera plus important. On verra à ce moment-là, effectivement, quelles sont les bonnes technos qui seront peut-être plus du no-code, effectivement. Peut-être que ça sera encore du no-code, mais ça, ce ne sera pas moi qui le déciderai. En fait, ce sera le CTO qu'on aura embauché grâce à l'argent de cette levée. Donc, on aura prouvé le marché, qu'on répond à un vrai besoin sur un vrai marché. Donc, on aura de la confiance des investisseurs sur cette base-là. Et sur cette base-là, on construira le bon produit et entre guillemets, la techno qui sera la bonne sera la bonne, mais je ne sais pas encore laquelle c'est. Ça marche. Séverine, tu vas rajouter quelque chose? Je vais pas répéter ce qui était dit parce que je valide tout à fait. J'ai vu juste, il y avait aussi l'aspect est-ce qu'on jette tout et est-ce qu'on peut garder? Moi, je pense que déjà, ça dépend du projet, ça dépend de la rapidité, de scalabilité de votre projet. Je pense qu'on peut aussi prendre chaque outil au fur et à mesure du temps. On commence par juste une petite landing page. Alors, peu importe les compétences que vous avez, vous pouvez démarrer avec un outil où le design n'est peut-être pas ouf aussi bien que Webflow, mais qui vous permet de quand même tester votre idée, de récupérer sur Airtable les inscriptions. Donc là, vous avez un premier MVP. OK, maintenant, vous voulez construire quelque chose. Donc, le projet en question, moi, dont je parlais tout à l'heure, il avait utilisé Glide et il avait essayé de construire sa proposition de valeur, la mettre en exécution sur Glide. Ça a fonctionné, il a testé, il a validé. Il dit OK, comment est-ce que j'améliore? Et là encore, il y avait le choix, est-ce qu'on passe en code ou en no-code? Il a voulu garder cette agilité de pouvoir aller rapidement tester. Donc, il est parti sur Bubble parce que finalement aussi, on a des degrés d'outils qui peuvent qui peuvent faire certaines fonctionnalités et du coup il a choisi d'upgrade. Je pense que si il arrive à Bubble, il est peut-être arrivé à une limite de ce qu'il peut faire en no-code et peut-être que la fois d'après ce sera potentiellement du code et encore je ne sais pas. Donc on n'est pas obligé de mettre tout à la poubelle parce que finalement on a testé, on a validé, on s'est dit ok l'UX là il n'a pas du tout plu, donc il vaut mieux que j'aille sur un outil qui soit différent parce que lui va me permettre de faire ça mieux que sur cet outil-là. Des fois, on peut garder le même outil et itérer. Donc, tout dépend des retours utilisateurs finalement pour savoir si on garde tout ou pas. Vraiment, c'est eux qui vont nous dire si on est sur la bonne voie, si l'outil actuel il est pertinent ou pas. Merci, c'est super clair. Je rebondis du coup avec une question qui a été posée dans le chat sur la scalabilité des outils et notamment c'est une question qui revient régulièrement sur comment choisir le bon outil pour pouvoir démarrer. Bon, on a bien compris qu'il fallait en tester beaucoup pour savoir lequel était le bon et surtout essayer d'observer quels sont les outils qui répondent à première vue à nos besoins. Je ne sais pas du tout si, Dominique, tu as, avec l'expérience du nombre d'outils de no-code que vous maîtrisez chez NoXcode, est-ce que vous avez une technique, une méthodologie pour choisir un outil en fonction d'un projet? À NoXcode, on utilise beaucoup Bubble, puisqu'en fait, c'est l'une des technos no-code qui a la meilleure scalabilité, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment évoluer au fur et à mesure du projet.
Et c'est vraiment une question importante parce que tous les outils no-code ne sont pas forcément aujourd'hui à ce stade-là. Par exemple, Adalo, c'est un autre outil que j'aime beaucoup, donc ADALO. Et cet outil-là, il peut vite avoir. Alors, ils ont fait des dernières mises à jour là, il y a quelques semaines. Je n'ai pas pu le tester à grande échelle pour voir si depuis ça a résolu ces soucis-là. Mais jusqu'à présent, la techno, dès qu'elle commence à avoir beaucoup de monde dessus, l'application, au niveau des données ou au niveau de la structure de l'application, ça pouvait commencer vite à devenir lent. Et typiquement, ça, c'est un problème après de la techno no-code. Là où Bubble, il va y avoir un pricing qui va être différent en fonction de la consommation. Donc clairement, on sera sur des budgets qui seront beaucoup plus importants que Adalo. Mais ceci dit, le produit, enfin le serveur, il pourra évoluer en fonction des ressources qui sont demandées. Donc ça, aujourd'hui, au niveau des technos, celle où on serait le plus tranquille, il y a Adalo. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi pour de l'application mobile qui s'appelle Flutterflow. Celle-ci, par contre, si vous démarrez dessus sur ça, j'aurais tendance à ne pas vous la recommander nécessairement parce qu'elle demande quand même de comprendre comment fonctionne le développement. Glide, malgré tout, a une bonne. C'est vraiment un outil qui peut quand même bien évoluer et aller assez loin. Et en plus de ça, il a une bonne prise en main. Le seul souci que j'ai avec cette technologie-là, c'est que très souvent, on est limité au niveau des fonctionnalités. Donc, à l'inverse, ça nous oblige aussi à nous poser les bonnes questions, puisque là, on ne pourra pas mettre des choses forcément très complexes. Et encore que j'ai vu des choses qui sont mises en place, des fois qui vont assez loin dessus, mais ça devient vite assez compliqué à utiliser. Et j'en profite de répondre. Que penses-tu de WeWeb vis-à-vis de Bubble? Je ne sais pas si je réponds maintenant ou si je réponds après. Je vous laisse. Tu peux répondre, vas-y. L'interactivité est magnifique. Alors, pour WeWeb, moi, je le comparerais plus à Webflow. WeWeb, c'est un outil qui va te permettre de générer des landing pages. L'avantage de WeWeb, c'est qu'il va quand même beaucoup plus loin que Webflow actuellement, puisque tu peux quand même intégrer certaines données. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le fait que ça reste quand même un outil qui est assez récent. Et donc, c'est ça qui pourrait potentiellement aujourd'hui me freiner. Mais ceci dit, pour avoir discuté avec les fondateurs, je sais qu'ils sont hyper réactifs et franchement, il y a un très, très gros potentiel cet outil. Mais actuellement, on l'utilise pas on utilisera plus Webflow que WeWeb au niveau, à l'instant actuel. Mais je pense que ça risque des choses qui risquent d'évoluer dans les mois à venir. Et pour Xano, ça, on l'utilise déjà aujourd'hui. Xano, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est une technologie qui permet de créer des backends. Alors, backend, c'est un terme qui peut être un peu compliqué à comprendre, mais c'est ce qui va se passer sur un serveur. Donc, par exemple, de faire la base de données. Donc, la base de données, c'est ce qui va enregistrer toutes vos données, un peu à la façon d'un Excel sur votre serveur. Ça, vous pouvez utiliser des outils comme Xano qui permettent de le faire. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait Xano plus Bubble? C'est que potentiellement, ça permet aussi de faire en sorte d'amoindrir les ressources qui sont demandées sur Bubble. Et des fois, ça permet aussi de faire en sorte qu'on va baisser les ressources de Bubble et donc d'amoindrir le coût. Une des grosses utilisations qu'on a, nous, c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, c'est que Xano permet d'avoir le data center hébergé en Europe, là où Bubble actuellement, mis à part des serveurs dédiés, et je ne parle même pas des autres technologies no-code comme Glide ou Adalo où il n'y a pas de possibilité, ils sont tous hébergés aux États-Unis. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi à savoir, c'est que si vous avez des données, notamment où vous savez que vous allez travailler très rapidement avec des grandes entreprises, il faut le prendre en compte. Et Xano permet de faire ça. Xano permet d'héberger en Europe et même de crypter les données quand il y a besoin vraiment de mettre une couche vraiment complexe pour faire en sorte que ce soit très sécurisé. Merci Dom. Douax, vas-y, je te laisse prendre la parole pour poser tes questions. Je poserai une autre question qui a été mise dans le chat juste après. Vas-y. Ouais, déjà merci pour la présentation et aux intervenants. Ma question donc par rapport au RGPD qui a été abordée, c'est justement nous on est très pour la création de l'application qu'on souhaite faire, on est très impacté sur le RGPD. On prend cela très à cœur et on se rend compte que Adalo sur les sites ou quoi, on a vu que c'était pas du tout à jour. Du coup, on a regardé pour Bubble, mais pour Bubble, j'ai contacté Otto, qui est une personne qui dans le milieu apparemment est connue pour les formes et tout. Il m'a dit que c'était 1500 à peu près euros pour avoir un serveur en France.
Du coup, je me demandais comment vous gérez la RGPD de votre côté au niveau des différentes applications ou quels sont vos conseils pour être RGPD compliant. Merci. Dominique, Ouais, je te remercie. Le prix des serveurs, effectivement, il est de 1500 et il va être sujet à évolution. Je crois qu'il va augmenter là prochainement, donc il sera même encore plus important que ça. Les serveurs dédiés sur Bubble, en fait, ils ont une facturation différente des applications. C'est-à-dire qu'on a un serveur et on peut mettre autant d'applications qu'on veut. On ne sera pas facturé plus. Et donc, forcément, quand on est une startup et que ce prix-là, à 1500 €, bah, je veux dire, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué à mettre en place au début. Et c'est là où intervient justement des outils comme Xano. Il y en a un autre qui s'appelle Backendes. Et c'est des technologies qui vous permettent de connecter et de mettre votre base de données en Europe. Et par exemple, sur Adalo, tu pourrais aussi le mettre en place. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ça complexifie quand même un peu le développement. Donc, c'est pas rien, ça va quand même complexifier. Enfin, toutes les actions seront plus longues à être mises en place. Mais quand je dis plus longue, c'est pas quelque chose qui va rajouter enfin, mis bout à bout, oui, ça peut rajouter des jours, mais c'est pas chaque fonctionnalité va être multipliée par 10, quoi. Donc, c'est un peu de temps en plus qui devra être consacré, mais il y a des solutions. Et quand on est bloqué sur ces solutions-là, pour les startups ou pour des grands groupes qui ont exactement ces mêmes problématiques-là, et même des fois, enfin, même ça peut être sur des petits projets, on va passer par des autres systèmes comme Xano ou le dédié. Mais c'est les deux cas. Nous, aujourd'hui, on travaille ou avec Xano ou après sur des infrastructures dédiées, ou le troisième cas. Mais là, ça nécessite des compétences en développement. C'est un serveur sur lequel on va se connecter, on va mettre la base de données dessus, quoi. Mais là, on n'est plus trop sur du no-code. merci Dom, effectivement. J'espère que ça a répondu à ta question. Victor, il y a une question qui me semble opportune pour toi. La question est, conseillez-vous de consacrer des ressources pour apprendre soi-même l'outil no-code afin de gérer les opérations plus rapidement, ou notre valeur ajoutée en tant que fondateur doit être dépensée ailleurs? Je veux bien ton retour par rapport à ça. Est-ce que le fait de s'investir, de se former au no-code est une véritable valeur ajoutée? Ouais, pardon, excuse-moi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Là où on est le plus important en tant que fondateur, c'est là où on apporte le plus de valeur. Donc, c'est dans la compréhension de la stratégie, de la direction dans laquelle on doit aller, et on essaie d'en découler une stratégie. Donc, c'est quand même de rester un petit peu macro, sans être au perché. Il faut être dans l'opérationnel puisqu'on n'a pas les ressources, donc on fait tout. Mais il vaut mieux aller lentement, la théorie des petits pas vers la bonne direction qu'aller dans le mur. Donc, il faut quand même toujours sortir un peu la tête de l'eau et rester à l'écoute du marché, des utilisateurs et tout. Donc, effectivement, quand on est la tête dans le guidon, c'est rarement là où on prend les meilleures décisions. Après, moi, ce que je disais au début, je suis un peu encore entre les deux, c'est-à-dire qu'il s'agisse de no-code ou de code, moi, je préfère, entre guillemets, le no-code, puisque ça a plein d'avantages dont on a parlé tout à l'heure et c'est adapté à plein de projets. Mais je pense que le meilleur MVP, pour parler tout à l'heure, en phase d'amorçage, c'est-à-dire pour prouver ton concept et pour, je ne sais pas quel est ta startup ou ton projet, mais en gros, généralement, il y a moyen de s'en sortir même sans coder, même sans outil no-code, quoi. Ou alors on considère un outil no-code comme Facebook, WhatsApp, téléphone. Ça peut suffire, quoi. Le jour où tu me dis j'ai 1000 utilisateurs qui ont besoin de mon service toutes les heures, là, je dirais ouais, il faut monter à l'échelle, on arrête tout, on va choisir la techno. Mais même nous, moi je tiens ce discours-là et en vrai, on a développé des produits qui étaient en vrai pas utiles, quoi. En vrai, la réalité, c'est que nous, même aujourd'hui, alors qu'on a quand même prouvé le concept, on a sauvé 2000 objets sur notre concept, en vrai, on peut le faire encore à la mano, quoi. Mais c'est juste, on est ambitieux, on a envie on sait que le marché est vaste, donc on a envie d'aller plus loin, d'aller résoudre le problème de plus de monde, et donc on veut construire un super produit. Mais en vrai, techniquement, si on est complètement honnête, c'est parce qu'on est fainéant, on ne veut plus le faire, si on ne veut plus le faire nous-mêmes. Mais en fait, on pourrait continuer à le faire nous-mêmes. C'est comme si Blablacar ou Airbnb t'inscris, ils vont te trouver eux-mêmes, ou même Tinder, ils vont trouver eux-mêmes l'autre communauté, ils vont te faire matcher avec la bonne personne, ils vont vous envoyer un mail. Et en fait, ils ont fait ça au début d'ailleurs. Ça, tu n'as même pas besoin d'outils no-code, quoi. Tu as Gmail et Facebook et ton téléphone, et c'est parti, tu peux le prouver ton concept. Donc en fait, il faut le faire soi-même,
selon moi, mais sans passer des heures. Pour le coup, c'est un peu une réponse de Normand, quoi, mais il faut le faire toi-même pour comprendre ton marché, pour comprendre comment ça marche, mais pas y passer tout ton temps et toute ton énergie. Effectivement, si c'est pour coder pendant des heures ou faire du no-code pendant des jours, vaut mieux passer ton temps vaut mieux parler à tes utilisateurs pendant ce temps-là, par exemple. Ok, top. Vraiment intéressant. Cyrine, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus avec ton expérience, avec tous les porteurs de projets que tu as pu rencontrer? Moi, si je peux rebondir sur juste précédemment, il faut rester curieux de toute manière en entrepreneur. La veille, c'est hyper important et comprendre ce que font ces équipes aussi, ça l'est. Si vous avez un CTO dans votre équipe, tant mieux. Après, si vous n'avez pas de compétences tech ou même de no-code, ça vaut le coup de se pencher et d'être curieux de comprendre les mécanismes, en tout cas, qui peuvent être enclenchés. Moi, ce que je vous conseille, c'est un podcast, celui de Contournement, qui est franchement pas mal, qui a plein de contenu sur des use cases très pertinents. Par exemple, celui de Comet, qui a commencé en no-code et qui aujourd'hui a scalé. Il y a des exemples comme Cure aussi, etc. Enfin bref, il y a plein d'exemples, donc il faut rester curieux et aussi curieux parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sortent de plus en plus. On est sur, je trouve, une vraie effervescence autour du monde no-code et je trouve qu'il y a un bel avenir qui se profile en tout cas, et notamment pour les makers, pour ceux qui ont envie de construire des outils et de tester des propositions de valeur. On est sur une vraie révolution quand même grâce aux outils no-code et voilà, je pense qu'il faut rester au jus et curieux et mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis au début de quelconque manière qu'il soit à chaque fois. Ok, super intéressant. On a une question de Ma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, parce qu'on va faire le tour des questions, étant donné qu'on a déjà dépassé l'horaire de 3 minutes. La question de Ma, c'est le no-code ne couvre pas tous les sujets comme les projets IA. Quel est votre avis? Je ne sais pas tout qui veut répondre. Donc, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on peut faire de l'IA même avec du no-code? Dominique, tu veux répondre? Il y a des sujets, si tu veux créer vraiment une IA, si tu veux faire une blockchain, enfin, il y a certains sujets, je veux dire, ça nécessite de les coder. Ceci dit, si par exemple, je ne sais pas après quel est le besoin, mais si c'est plutôt d'utiliser une IA, par exemple GPT-3 pour tout ce qui est de l'écriture, des choses comme ça, il y a des API qui existent, donc c'est quand même possible de pouvoir les connecter et de les utiliser sur ton application. Enfin, ça dépend, je ne sais pas si c'est vraiment de créer une IA, là effectivement le no-code, puisqu'on ne peut pas accéder au serveur, ce sera pas possible, ou en tout cas ce ne sera pas adapté. Mais si c'est pour utiliser des IA déjà existantes et les utiliser sur ton app, c'est tout à fait faisable. En gros, du moment qu'il y a une API, c'est une passerelle entre deux plateformes. C'est ce qui va te permettre de te connecter, par exemple, on l'utilise tous quand on se connecte via Facebook, via Google. Et si jamais si c'est ça, donc visiblement c'est ça, eh ben, si tu utilises des API qui sont déjà existantes avec ton application no-code, ça marchera complètement. Et l'exemple que je disais de GPT-3, qui est une techno qui te permet via OpenAI donc de faire de l'écriture, enfin, de faire plein de choses avec, franchement, c'est assez fou ce qu'on peut faire. Ça fonctionne tout en API et ça fonctionne, quoi. Moi, je me permets de rebondir. Je pense que ça vaut le coup de creuser parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils. Là, tu me dis sur l'analyse émotionnelle, je ne sais pas si c'est par rapport au visage, mais il y a plein d'outils. Là, j'en mets un dans le chat. Mais de texte, ok, donc c'est pas du tout l'objet. Je t'ai pas envoyé le bon outil, du coup, mais bon, s'il y a des curieux, n'hésitez pas à aller. Il y a plein d'outils aussi qui commencent à être intelligents, même si c'est du no-code, pour pouvoir analyser des situations, des mouvements, des corps, des objets, etc. Et ça peut être hyper complet. Donc aujourd'hui, peut-être que vous trouverez des choses qui sont encore limitées, mais je pense que demain, on va aller sur des outils no-code qui pourront faire de l'IA quand même. Ok, c'est top. Franchement, merci. Tout était super intéressant. J'espère que vous avez répondu à pas mal de questions. Alors, il y a Douax qui a une nouvelle question.
Vous avez besoin de Il y a une question technique, je ne sais pas du tout si quelqu'un veut y répondre. Et après, est-ce qu'il y a des questions qui sont plus orientées sur le no-code en règle générale, au-delà des questions techniques? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à la question de Douax sur la partie. Moi, je ne peux pas répondre, Douax, désolé, je n'ai pas l'information. Pareil, Moi, moi, je suis expert en code, mais là, ça me dépasse. Je n'ai pas exactement compris la question. Après, si c'est de faire du retraitement des données de Google Maps, après, si tu utilises des. Voilà, aujourd'hui, on a accès beaucoup sur le no-code. Mais si tu utilises Bubble, tu peux créer des plugins. Et si ta donnée en elle-même ou si ta fonctionnalité ne fonctionne pas en no-code et que tu sais développer, vu ta question, je pense que ça doit être le cas, tu peux créer des plugins et rajouter en fait la brique qui te manque et donc potentiellement ce dont tu es en train de parler. Mais là, je ne peux pas répondre comme ça, j'ai pas compris. Merci Dom. Il y a une autre question sur la partie formation. Dominique, je te laisse répondre étant donné que tu fais des formations sur la partie no-code. Quelles sont les formations à choisir selon toi? En toute objectivité. Alors, nous, chez Noxcode, on a une formation qui est sur Bubble, où on apprend, les premiers bootcamps qu'on a fait, c'était sur Bubble pour apprendre en 3 semaines à développer dessus. Et après, aujourd'hui, il existe d'autres formations aussi qui sont sur le marché. Tout à l'heure, il y a Contournement qui a été cité. J'ai entendu parler de Auto aussi, qui sont aujourd'hui très présents sur le développement Bubble. Voilà, là, je pense qu'on a cité les principaux acteurs sur ce marché-là. Je pense Black Hat, après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a même la White Code School. Enfin, il y a plein d'autres écoles qui ont commencé à faire du no-code et également, voilà, j'allais en venir. Moi, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Dominique aussi, il y a une bonne école aussi, c'est le do it yourself. Si vous avez un projet, que vous n'avez pas peur de mettre les mains un petit peu dans le cambouis aussi pour découvrir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dispo et c'est aussi en faisant que vous allez découvrir, même si vous n'allez pas pouvoir tout comprendre. Et après, il faut forcément une formation pour aller plus en profondeur et développer une vraie expertise. Mais n'hésitez pas à tester les comptes freemium des outils no-code déjà dans un premier temps, parce qu'une fois que vous aurez déjà utilisé toutes les possibilités de Airtable en freemium, vous aurez bien vu l'outil déjà. Merci en tout cas pour tous vos témoignages. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Le replay du coup sera disponible. Il sera envoyé aux personnes qui n'ont pas pu assister. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dormez bien sur tout ce qui vient d'être dit, sur tout le contenu, sur toutes les informations que vous avez reçues ce soir. Donc, on essaie de refaire un événement très rapidement où on va aller chercher d'autres expertises. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.